Même aujourd'hui, 50 ans plus tard, je peux encore sentir l'odeur du café que j'avais préparé pour lui ce matin-là. Si j'avais su que ce serait la dernière fois, je lui aurais répété encore une fois combien je l'aimais. Dites-moi d'où vous suivez ce témoignage. J'ai hâte de le savoir. Je m'appelle Marie Douleur. J'avais 3 ans lorsque je suis née, en 1942, dans un petit village normand nommé Saint-Martin-aux-Chênes. Beaucoup me connaissent comme Madame Marie de la pharmacie, car pendant plus de 40 ans, j'ai aidé mon second mari, Antoine, à gérer la seule pharmacie du quartier Saint-Michel, ici à Paris. Mais avant tout cela, avant cette vie que j'ai construite plus tard, il y avait Jacques. Mon premier amour, mon premier mari, celui qui m'a fait découvrir le bonheur et qui m'a été arraché si tôt, si soudainement, que parfois je me réveille encore au milieu de la nuit en pensant le trouver à mes côtés dans le lit. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Cela permet à cette chaîne de partager chaque jour les véritables témoignages de grand-mère. J'ai rencontré Jacques en 1958, quand j'avais 16 ans. Il était arrivé dans notre village pour participer à la reconstruction de l'église. C'était un jeune homme de 22 ans, fils d'Italien, avec un large sourire qui dévoilait toutes ses dents et des mains calleuses d'homme qui avait travaillé depuis l'enfance. Au début, mon père ne l'appréciait pas. Il disait qu'un maçon n'avait pas d'avenir et que je méritais mieux. Mais Jacques avait des projets, des rêves. Il parlait de créer sa propre entreprise un jour, de bâtir de belles maisons pour des familles heureuses. Nous avons entretenu notre relation en secret pendant presque 1 an. Nous nous retrouvions après la messe du dimanche, nous échangions de petits mots par l'intermédiaire de ma cousine Constance, et parfois il surgissait comme par hasard à l'épicerie lorsque j'allais faire les courses pour ma mère. Jacques était respectueux. Il n'avait jamais fait quoi que ce soit qui aurait pu entacher ma réputation. Quand il a finalement trouvé le courage de me demander en mariage, il avait déjà économisé assez pour acheter un petit terrain en périphérie du village et commencer à construire notre maison. Nous nous sommes mariés en janvier 1960, dans une cérémonie simple à l'église qu'il avait lui-même contribué à reconstruire. Notre maison n'était pas encore terminée. Alors, pendant les premiers mois, nous avons vécu chez mes parents. Jacques travaillait dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, et le soir, il continuait à avancer notre petite maison. Je l'aidais comme je pouvais, portant des seaux, préparant le mortier, choisissant les couleurs pour les murs. C'était une période de labeur intense, mais aussi de bonheur et d'espoir. En octobre de la même année, nous avons enfin emménagé dans notre maison. Elle était modeste, simple. Mais à mes yeux, elle ressemblait à un palais. Nous n'avions que l'essentiel, un lit, une cuisinière à bois, une table avec 4 chaises fabriquées par Jacques lui-même, et une armoire pour nos quelques vêtements. Mais c'était notre foyer, bâti de nos mains et de notre amour. Les premières années furent difficiles, comme pour tout jeune couple qui commence sa vie. Jacques travaillait sur les chantiers, parfois il devait se déplacer dans les villages voisins pour trouver du travail. J'ai commencé à coudre pour aider aux dépenses. Je me souviens que ma première machine à coudre était un cadeau de lui pour notre premier anniversaire de mariage. Il avait travaillé doublement pendant 3 mois pour pouvoir me l'offrir. En 1962, nous avons eu notre premier enfant, Jacques Junior. Ce fut la plus grande joie de la vie de mon mari. Il rentrait du chantier, couvert de poussière, et allait directement au berceau, juste pour contempler le petit endormi. « Regarde ce que nous avons créé, Marie, disait-il les larmes aux yeux, un petit être qui sera meilleur que nous deux réunis. » Les rêves de Jacques ont commencé à se concrétiser en 1965, quand il a obtenu un prêt à la banque pour acheter son premier camion de matériaux. Ce n'était pas encore une entreprise, juste lui, conduisant le camion, livrant du matériel, réalisant de petits travaux. Mais pour lui, c'était le début de quelque chose de plus grand, et je le croyais. J'ai toujours cru en lui. Notre famille s'est agrandie en 1967 avec la naissance de notre fille, que nous appelions affectueusement Happy. Nous avons également agrandi notre maison. Jacques a réussi à acheter le terrain voisin et a doublé la taille de notre foyer en construisant 2 chambres supplémentaires et un salon plus grand. Il avait maintenant 2 jeunes hommes qui travaillaient avec lui, livrant des matériaux et l'aidant sur les chantiers. Ce furent les années les plus heureuses de ma vie. Nous étions une famille simple et travailleuse, mais nous n'avons jamais manqué de rien d'essentiel. Les enfants étaient en bonne santé et studieux. Jacques était un père présent et aimant, qui, même fatigué, trouvait toujours le temps de jouer avec eux, de m'embrasser dans la cuisine pendant que je préparais le dîner, de me dire que j'étais la plus belle femme du monde, même décoiffée et avec de la farine sur le visage après avoir fait du pain.
Au début des années 1970, Jacques a commencé à souffrir de violents maux de tête. Je lui disais d'aller consulter un médecin, mais il répondait toujours que c'était juste de la fatigue et que ça passerait. Il avait tant de projets, tant de commandes à honorer. Il construisait une grande maison pour le directeur de la banque qui lui avait accordé son premier prêt. Un chantier important, une opportunité qui pouvait en ouvrir beaucoup d'autres. Je n'oublierai jamais la nuit du 12 mai. Jacques est rentré plus tôt que d'habitude. Il disait que la douleur à la tête était insupportable, qu'il n'arrivait même plus à voir correctement. J'ai préparé une tisane de mélisse, posé une compresse froide sur son front, et donné un comprimé d'aspirine que nous avions à la maison. Il s'est allongé dans notre chambre. Les enfants restaient calmes dans le salon, regardant la télévision. Nous avions acheté notre première télévision en noir et blanc quelques mois plus tôt. C'était la fierté de toute la famille. Vers 22 heures, Jacques a commencé à vomir. La douleur semblait empirer à chaque instant. Il se tenait la tête entre les mains comme s'il voulait l'empêcher d'exploser. J'ai couru chez notre voisin, Monsieur Gérard, qui avait le seul téléphone du village pour appeler le médecin. Le docteur nous a dit de conduire Jacques immédiatement à l'hôpital du village voisin, à 30 km. Monsieur Gérard nous a prêté sa voiture. J'ai laissé les enfants avec ma voisine, Madame Clélia, et suis parti avec Jacques. Pendant le trajet, il est devenu silencieux, distant. Il serrait ma main fermement, mais ne prononçait plus un mot. Ses yeux semblaient fixes, comme s'il ne voyait plus rien. À notre arrivée à l'hôpital, les médecins l'ont emmené sans attendre. Je suis resté dans la salle d'attente, priant toutes les prières que je connaissais, faisant des promesses à tous les saints que je pouvais invoquer. Après presque 2 heures, un médecin est venu vers moi. Son visage était grave, et avant même qu'il ne parle, je savais déjà. Anévrisme cérébral, a-t-il dit, il s'est rompu soudainement. Il n'y a rien à faire. Mon Jacques, mon compagnon, mon amour, mon ancrage, était parti. Il laissait derrière lui tant de rêves inachevés, 2 enfants à élever. Je suis rentré à la maison à l'aube, en état de choc. Comment annoncer la nouvelle aux enfants? Comment continuer sans lui? La maison que nous avions construite avec tant d'amour me semblait soudain vide, froide, inutile. L'enterrement fut prévu pour le lendemain après-midi. Les parents ont commencé à arriver dès le matin. Ma mère est venue rester avec moi, mon père étant trop malade pour faire le voyage. Les frères de Jacques sont venus de Marseille, où ils vivaient, ainsi qu'Auguste, le demi-frère du côté paternel. Il était plus âgé que Jacques, fils du premier mariage de son père. Nous n'avions jamais vraiment eu de lien proche. Ils venaient rarement nous voir, et quand c'était le cas, l'atmosphère entre les frères était toujours lourde, tendue. Ce jour-là, Auguste a surpris tout le monde. Il s'est montré attentif, prenant en charge les préparatifs des funérailles, s'occupant des démarches administratives, me parlant avec des mots que j'ai crus sincères. « Ne t'inquiète pas, belle-sœur, répétait-il. Je vais m'occuper de toi et des enfants. Mon frère aurait voulu que je sois là pour vous. » J'étais anéanti par la douleur, perdu dans un vide immense. J'ai accepté son aide sans poser de questions. Comment aurais-je pu imaginer que dans ces heures les plus sombres de ma vie, alors que je venais de perdre l'homme que j'aimais, le danger viendrait de quelqu'un qui aurait dû être de la famille, celui qui aurait dû me protéger. Mais c'est une autre partie de l'histoire, une partie que j'ai gardée enfouie dans mon cœur pendant des décennies, comme un secret honteux qui n'était pas le mien, mais que je portais comme s'il l'était. Une partie que seulement maintenant, après tant d'années, je peux enfin raconter, parce que j'ai compris que le silence ne protège que les coupables, jamais les victimes. Le jour de l'enterrement de mon Jacques, une pluie fine s'est mise à tomber. Une pluie qui ressemblait à des larmes tombant du ciel, comme si même le temps ne pouvait rester insensible à ma peine. C'était le 14 mai, un jeudi qui resterait gravé dans ma mémoire, non seulement pour l'adieu à l'homme que j'aimais, mais aussi pour ce qui allait se dérouler ensuite. J'ai habillé mes enfants avec leurs plus beaux vêtements. Junior, qui avait 8 ans, comprenait déjà la gravité de la situation. Il me tenait la main, serrant fort, essayant d'être courageux, comme son père lui avait toujours dit qu'un homme devait l'être. Quant à la petite Happy, 3 ans à peine, elle demandait sans cesse quand papa rentrerait de son voyage. Chaque question me transperçait le cœur comme un couteau. La veillée funèbre s'est tenue dans notre salon. Selon la coutume de l'époque, les voisins ont aidé à réorganiser les meubles, apporté des chaises supplémentaires, du café, du pain. La solidarité des gens simples m'a toujours profondément émue. Madame Josette, notre voisine d'en face, s'est appropriée la cuisine comme si c'était la sienne,
servant le café aux visiteurs. Pendant ce temps, M. Gérard, qui nous avait prêté la voiture la nuit précédente, coordonnait le transport vers le cimetière. Le cercueil reposait sur notre table à manger, celle que Jacques avait façonnée de ses propres mains, recouvert d'un drap violet, avec un crucifix et quelques fleurs sauvages que les enfants du quartier avaient cueillies. La maison s'est rapidement remplie de voisins et de connaissances. Jacques était aimé dans la communauté. Il avait bâti tant de maisons et aidé tant de familles. Le père Antoine est arrivé tôt le matin. Il a fait ses prières et tenté de me réconforter avec des mots sur la volonté divine et les desseins de Dieu, mais à ce moment-là, ses paroles me semblaient presque une insulte à ma peine. J'étais en transe, absorbée par des étreintes, des paroles que j'avais à peine la force de comprendre. Ma mère s'occupait des enfants, essayant de les distraire, les emmenant dans le jardin lorsque mes sanglots devenaient trop lourds. Et Auguste, le demi-frère de Jacques, continuait à se montrer serviable, accueillant les visiteurs à la porte, organisant les contributions pour les funérailles, parlant avec le directeur des pompes funèbres comme s'il savait exactement quoi faire. « Tu devrais te reposer un peu, belle-sœur », m'a-t-il dit vers midi, alors que nous étions réveillés depuis presque 24 heures. « Va dans la chambre, allonge-toi un peu. Je m'occupe de tout ici. Ne t'inquiète pas, j'ai d'abord hésité, mais la fatigue et la douleur m'ont fait céder. » Je suis montée dans notre chambre, celle que je partageais avec Jacques, et je me suis assise sur le lit. Je n'ai pas pu m'allonger. L'oreiller gardait encore l'empreinte de sa tête. L'odeur de sa sueur de travailleur imprégnait les draps. J'ai pleuré en silence, les larmes coulant sans même que je cligne des yeux. La porte s'est soudainement ouverte. C'était Auguste. J'ai pensé qu'il venait pour me donner des nouvelles des funérailles. « Tu vas bien, belle-sœur » a-t-il demandé en fermant la porte derrière lui. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose que je n'ai pas pu identifier immédiatement. « Je suis juste fatiguée, Auguste. Merci de m'aider avec tout » ai-je répondu en essuyant mes larmes. Il s'est approché et s'est assis à côté de moi sur le lit, trop près, de manière inconfortable. « Tu sais que je t'ai toujours trouvée très belle, n'est-ce pas Marie ?» Il a utilisé ce surnom affectueux que seul Jacques employait habituellement. Je l'ai regardé, confuse, une alarme résonnant quelque part dans un coin de mon esprit engourdi par la douleur. « Auguste, je pense que tu devrais retourner là-bas. Les gens auront besoin de ton aide, ai-je essayé de dire, mais ma voix est sortie faible, tremblante. « Personne ne remarquera ton absence pendant quelques minutes, a-t-il répondu, posant sa main sur mon genou. D'ailleurs, tu auras besoin d'un homme pour prendre soin de toi et des enfants. Maintenant, il me fixait comme si Jacques n'existait plus. Il saisit mon bras avec une force brutale, m'empêchant de me lever. Son visage avait changé, arborant une expression que je n'avais jamais vue. Un mélange de désir et de colère qui me glaçait le sang. « Lâche-moi, Auguste. Ce n'est pas correct. Ton frère vient de mourir, ai-je murmuré, essayant de garder ma voix basse pour ne pas alerter les invités dans le salon. « Demi-frère » corrigea-t-il avec une froideur qui me fit frissonner encore plus. Celui que tout le monde aimait, le préféré de papa, le modèle de fils et de mari parfait. Et moi, j'ai toujours été l'autre, le bâtard, jamais assez pour personne. Ses mains remontaient lentement le long de ma jambe, serrant ma chair avec une violence contenue. J'ai tenté de le repousser, mais il était bien plus fort que moi. D'un geste brutal, il me fit basculer sur le lit, son corps lourd sur le mien, sa respiration chaude et âcre contre mon visage. « Maintenant, tu es veuve, Marie, seule avec 2 petits-enfants. Que vas-tu faire? Comment vas-tu les nourrir? Je peux vous aider, mais il faudra être gentil avec moi. Tu comprends? » Ses mains tiraient sur ma robe noire de deuil, sa bouche cherchait la mienne. Je tournais la tête, les larmes coulant sur mes joues, mélange de désespoir et d'humiliation. J'ai essayé de crier, mais il a couvert ma bouche d'une main. « Crie et je dirai à tout le monde que tu m'as séduit le jour de l'enterrement de ton mari. Qui me croira? Moi, le frère éploré, ou toi, la veuve sans vergogne ?» À cet instant, j'ai entendu la voix de mon fils de l'autre côté de la porte. « Maman, grand-mère te cherche. » Cette distraction me donna le courage de le repousser de toutes mes forces. Il perdit l'équilibre et tomba à côté du lit. « J'arrive, mon fils » réussis-je à dire en réajustant rapidement ma robe froissée. Auguste se releva, arrangeant ses vêtements, le visage déformé par une fureur contenue. « Ce n'est pas fini, belle-sœur. Réfléchis à ma proposition. Tu auras besoin de moi, murmura-t-il avant de quitter la chambre. Je restai là, tremblante,
me sentant sale, trahie et violée. Le jour où je devais dire adieu à mon mari, j'avais été attaquée par un membre de la famille, quelqu'un qui aurait dû me protéger. Je me lavais le visage avec l'eau du bassin de la chambre, tentant de recomposer mon apparence autant que possible. Je ne pouvais pas m'effondrer. Mes enfants avaient besoin de moi, les funérailles devaient avoir lieu, et la vie devait continuer, malgré tout. Je sortis de la chambre et rejoignis les invités. Auguste se tenait là, parlant avec quelques hommes comme si rien ne s'était passé. Quand nos regards se croisèrent, il sourit. Un sourire que je seul pouvais comprendre, une sinistre promesse que ce qui s'était passé dans la chambre n'était que le début. Le cortège pour le cimetière partit vers 16 heures. Nous avançâmes lentement sur les rues pavées du village. Le cercueil était porté par les amis de Jacques, suivi d'une procession de personnes vêtues de noir, parapluies ouverts contre la pluie persistante. Au cimetière, sous un ciel gris qui semblait refléter mon âme, j'écoutais le prêtre prononcer la dernière bénédiction. Je vis le cercueil descendre en terre et jeter la première pelletée de terre sur lui, suivant la tradition. Mes enfants pleuraient ouvertement, comprenant enfin la réalité. Je les serrais fort contre moi, essayant de les protéger du monde cruel qui nous avait volé Jacques. Ce même jour, on m'avait aussi volé le peu de dignité qui me restait. Pendant tout le temps de la cérémonie, je sentais les yeux d'Auguste sur moi, calculateur, patient, comme un prédateur guettant sa proie, attendant le moment pour frapper à nouveau. La cérémonie se termina et les gens commencèrent à se disperser, reprenant leur vie normale, tandis que la nôtre avait été brisée pour toujours. Auguste s'approcha pour dire au revoir comme si nous étions une famille normale, comme si rien ne s'était passé dans cette chambre. « Je reviendrai demain pour t'aider avec les papiers, belle-sœur, dit-il à voix haute pour que tout le monde entende sa fausse solidarité. Puis, baissant la voix pour que je sois la seule à l'entendre, il ajouta « Et pour continuer notre conversation privée, tu auras besoin d'un homme dans la maison maintenant. » Cette nuit-là, une fois que les derniers visiteurs étaient partis et que ma mère avait enfin réussi à endormir les enfants, je me suis retrouvée seule dans la cuisine de notre maison. La maison que nous avions bâtie avec tant d'amour ressemblait maintenant à une prison, à un lieu hostile. Je me suis assise à la table, celle qui quelques heures plus tôt portait le cercueil de Jacques, et j'ai pris la décision la plus lourde et la plus importante de ma vie. Nous ne pouvions pas rester là. Auguste reviendrait, comme il l'avait promis, et cette fois, il ne se laisserait pas interrompre. Je le savais. La haine que j'avais lue dans ses yeux, le ressentiment accumulé depuis des années contre son frère, serait maintenant dirigé contre moi, et peut-être même contre les enfants. Avant l'aube, avec le peu d'argent que nous avions mis de côté, quelques vêtements et les souvenirs que j'avais pu rassembler, j'ai pris mes enfants encore endormis et j'ai quitté la maison. J'ai laissé une note pour ma mère, m'excusant de partir ainsi sans explication, promettant de la prévenir lorsque nous serions en sécurité. Nous avons pris le premier train pour Paris, une grande ville où personne ne nous connaissait, où Auguste ne pourrait pas nous retrouver facilement. Une ville intimidante pour une femme de la campagne avec 2 jeunes enfants et un cœur brisé, mais aussi une ville d'opportunités, de nouveaux départs. Ce que je ne savais pas en regardant les lumières de mon village s'éloigner à travers la fenêtre du train, c'est que cette fuite désespérée ne serait que le début d'un long chemin de douleur, de lutte, finalement, de rédemption. Je ne pouvais pas imaginer que je porterais le poids de ce jour-là. Le jour où j'ai perdu Jacques. Le jour où j'ai été agressée dans notre propre chambre, silence que j'ai gardé pendant des décennies, comme un poison lent rongeant mon âme. Mais c'est déjà une autre partie de l'histoire. La partie où j'ai dû réapprendre à vivre, à faire confiance, à aimer à nouveau. La partie la plus difficile, et paradoxalement, la plus salvatrice. Arrivée à Paris avec 2 enfants, quelques francs en poche et le cœur en miettes, je me sentais plongée dans un abîme sans fond. La gare était pleine de monde, de bruit, de mouvements, tout si différent de notre paisible village. Junior s'accrochait à ma main avec force, les yeux écarquillés face à ce monde inconnu et intimidant. Happy, encore somnolente, pleurait dans mes bras, demandant son père. « Où allons-nous, maman ?» demanda Junior, sa petite voix presque engloutie par le brouhaha de la gare. J'avale difficilement ma salive. Où ? Moi-même je ne le sais pas encore. D'abord, nous allons prendre un café et réfléchir, mon fils. Nous avons trouvé un petit café dans la gare. Avec le peu d'argent que nous avions, j'ai commandé un café pour moi et du pain avec du beurre et du lait pour les enfants. Assise là, entourée d'inconnus pressés, j'ai tenté de rassembler mes pensées. Nous avions environ 300 francs, toutes les économies que Jacques et moi avions gardées dans une boîte à biscuits,
caché dans notre chambre. Cela ne suffirait pas longtemps. Une dame âgée s'est assise à la table voisine, nous observant avec curiosité. Percevant ma détresse, elle a engagé la conversation. « Vous allez bien, madame ?» demanda la voix douce d'une femme aux yeux bienveillants, encadrée de rides profondes. Quelque chose dans son regard m'a donné le courage de commencer à parler. Je viens d'arriver de la campagne avec mes enfants. Mon mari est décédé, et nous avons besoin de repartir à zéro. La femme se présenta comme Madame Clotilde et me serra la main avec une compassion sincère. Vous cherchez un endroit où loger ? Je connais une pension correcte et abordable dans le quartier Montmartre. La propriétaire est une amie. Je peux vous la présenter. Cette proposition inattendue était comme un fil d'espoir jeté au milieu du désespoir. J'ai accepté sans hésiter. Madame Clotilde nous guida jusqu'à la pension de Madame Juliette, une grande maison ancienne transformée en chambre à louer, principalement pour étudiants et travailleurs célibataires. Par pitié, ou peut-être touchée par le regard suppliant que je lui lançais, Madame Juliette nous proposa une petite chambre au fond, près de la buanderie. Ce n'est pas idéal pour des enfants, expliqua-t-elle, mais c'est tout ce que je peux vous offrir pour l'instant. Le loyer est moins cher et vous pouvez donner un coup de main à la buanderie pour réduire le montant. La chambre était minuscule, un lit simple, un matelas posé à même le sol, une petite armoire et une table minuscule. La salle de bain était partagée avec les autres pensionnaires. Rien à voir avec notre maison de Saint-Martin-aux-Chênes, construite avec tant d'amour, mais c'était un toit, et surtout, c'était loin d'Auguste. Les premiers jours furent un mélange de deuil et de traumatisme. Je me réveillais en sursaut, le souvenir du corps d'Auguste sur moi, sa respiration chaude sur mon visage me revenant en mémoire. Dans ces moments-là, je serrais mes enfants contre moi dans le lit étroit et pleurais en silence pour ne pas les réveiller. Junior, encore si petit, avait déjà pris une posture protectrice qui me brisait le cœur. « Ne pleure pas, maman, » disait-il, allongé sur le matelas à côté de moi. « Papa nous regarde depuis le ciel. » Pendant la journée, je travaillais dans la buanderie de la pension. Je frottais des draps et des serviettes dans d'énormes bassines, les étendais sur le séchoir dans la cour. Je repassais avec des fers lourds chauffés au bois. Mes doigts étaient ridés et gercés à cause du savon caustique. Mon dos me faisait mal à force de mouvements répétitifs. Mais ces douleurs physiques semblaient dérisoires comparées à la souffrance que je portais dans mon âme. Madame Juliette permit aux enfants de rester dans la cuisine pendant la journée. La cuisinière, une femme forte nommée Zoé, les nourrissait avec les restes des repas des pensionnaires. Elle les divertissait avec des histoires pendant qu'elle travaillait. Junior commença vite l'école publique du quartier, mais Happy était encore trop petite pour suivre. Après 3 mois à la pension, j'ai senti que nous avions besoin de quelque chose de plus. Le travail à la buanderie couvrait à peine le loyer. Nous avions besoin d'argent pour la nourriture, les vêtements et le matériel scolaire. Je me suis mise à chercher d'autres occupations, n'importe quoi que je pouvais faire tout en restant disponible pour Happy. C'est Zoé qui suggéra la couture. « Tu ne m'as pas dit que tu cousais à la campagne, ma fille ?» dit-elle. « Il y a une vieille machine dans le grenier. Si Madame Juliette est d'accord, tu pourrais réparer des vêtements pour les pensionnaires. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'un bouton recousu ou d'un ourlet ajusté. » La machine était un vieux modèle Singer, très différent de celui que j'avais laissé derrière moi. Mais elle fonctionnait, et mes mains se souvenaient du métier. Je commençais par de petites réparations, changer des fermetures éclairs, raccommoder des déchirures, raccourcir des pantalons. Bientôt, la nouvelle se répandit, et je reçus des commandes du voisinage. Un des pensionnaires, Monsieur Armand, représentant de commerce, m'apporta de jolis coupons de tissu. Avec eux, je cousis des vêtements pour Happy. Quand je sortais avec elle, les autres mères me demandaient où je les avais achetés. C'est ainsi qu'est né mon petit commerce de vêtements pour enfants, pièce par pièce, lutte par lutte. Entre-temps, j'écrivis une brève lettre à ma mère. Je lui disais simplement que nous allions bien et que nous étions en sécurité à Paris. Que les enfants lui manquaient, mais qu'il n'était pas encore temps de revenir. Je demandais qu'elle ne dise à personne, surtout pas à Auguste, où nous étions. Je ne mentionnais rien de ce qui s'était passé dans la chambre. Je n'avais pas le courage. Je n'avais pas les mots. Des semaines plus tard, une réponse arriva, apportée par un voyageur entre le village et la capitale. Ma mère écrivait qu'Auguste nous avait cherchés, furieux de notre départ soudain. Il inventait des histoires, j'aurais volé l'argent de Jacques appartenant à la famille. Je serais une veuve ingrate, irrespectueuse du deuil. Ma mère, me connaissant, n'y crut pas.
Mais elle me prévint qu'Auguste continuait à chercher. Cet avertissement raviva ma peur. Pendant des mois, je n'osais presque pas sortir du périmètre de la pension. Je craignais de croiser Auguste à chaque coin de rue. La nuit, je barricadais la porte de notre petite chambre avec une chaise, une commode, tout ce que je pouvais pousser contre elle. Le moindre bruit me faisait sursauter. Junior commença à faire des cauchemars, ressentant ma peur constante. En 1971, presque un an après notre arrivée à Paris, je crus l'apercevoir au marché du quartier. J'ai lâché mes courses, saisi Happy dans mes bras et couru vers la pension, le cœur battant à se rompre. Pendant des jours, je restai cloîtré, laissant Junior s'occuper des achats essentiels. Cette peur constante, ajoutée au deuil et aux difficultés financières, me plongea dans une profonde dépression. J'ai maigri au point que mes vêtements semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Je dormais peu et mangeais encore moins. Sourire devenait un effort conscient, que je ne faisais que pour mes enfants. Zoé, sentant mon état, m'emmena au temple qu'elle fréquentait. « Ce n'est pas bon de porter un esprit si lourd, ma fille, dit-elle. La prêtresse va t'aider, ajouta-t-elle. J'hésitai d'abord. Nous étions catholiques pratiquants à Saint-Martin-aux-Chênes, mais le désespoir ne choisit pas ses chemins. Mère Aminata, imposante dame vêtue de blanc, m'accueillit avec une étreinte si serrée, si authentique, que je m'effondrai en larmes dans ses bras. Pour la première fois depuis l'incident, je racontai ce qu'Auguste avait fait. Les mots étaient entrecoupés de sanglots, la honte brûlant mon visage. Mère Aminata écouta en silence, tenant mes mains entre les siennes. « Ma fille, dit-elle enfin, la honte n'est pas à toi de porter. Elle est à lui. Tu n'as rien fait de mal, rien. Tu as été victime 2 fois, de la mort qui a emporté ton mari et de la méchanceté qui habite le cœur de cet homme. » Ces paroles, bien qu'incapables d'effacer ce qui s'était passé, furent comme un baume pour mon âme blessée. Mère Aminata effectua une purification spirituelle, parfumant mon corps avec des herbes, entonnant des chants dans une langue que je ne comprenais pas. Elle me fit un bain d'herbe pour fermer mon corps et me donna un chapelet de perles blanches et bleues pour protection. La blessure guérira avec le temps, ma fille, pas complètement. Certaines cicatrices nous rappellent ce que nous avons survécu. Mais tu redeviendras forte, pour toi et pour tes enfants. Je retournai à la pension plus légère, comme si un poids avait été partiellement retiré de mes épaules. Je n'étais pas guérie, loin de là, mais j'avais fait le premier pas. Briser le silence, même pour une seule personne, était déjà un acte de force. Le temps passa, indifférent à nos douleurs. Entre 1972 et 1973, les jours se transformèrent en semaines, en mois, en années. Mon petit commerce de couture grandit suffisamment pour que nous puissions louer une chambre plus grande dans la même pension. Junior était un excellent élève. Toujours parmi les premiers de sa classe. Happy commença l'école elle aussi. Une petite fille douce, héritière du large sourire de son père. En 1974, je réussis à louer un petit local commercial dans la rue derrière la pension. J'y installai mon atelier de couture. Confection Marie, disait la simple enseigne sur la porte. Ce n'était rien de grandiose. Mais c'était à moi. Le fruit de mon travail, de ma persévérance. J'embauchai une assistante, la jeune Nadine, fille d'une voisine, talentueuse avec l'aiguille. Malgré ces améliorations matérielles, j'étais toujours brisée à l'intérieur. J'évitais les relations, méfiante de tout homme approchant au-delà de l'amitié. Si un client ou une connaissance montrait de l'intérêt, j'inventais des excuses. Je disais que j'aimais toujours mon défunt mari. Je disais que je consacrais ma vie à mes enfants. La vérité était plus sombre. Le toucher d'un homme me provoquait une panique instantanée. Des flashbacks surgissaient au moment le plus inattendu. En préparant le dîner. En cousant une robe. En peignant les cheveux d'Happy. L'odeur de la sueur masculine dans un métro bondé suffisait à me faire descendre à l'arrêt suivant, nauséeuse et tremblante. La peur d'Auguste persistait, bien qu'amoindrie. Je n'osais plus visiter notre village natal. Même quand j'appris la maladie de ma mère en 1975. J'envoyai de l'argent pour ses soins, mais je n'eus pas le courage de la voir. Quand elle mourut l'année suivante, le remords de ne pas lui avoir dit adieu s'ajouta au poids déjà porté. C'est à cette période que ma santé déclina. Migraines fréquentes, douleurs d'estomac que rien ne soulageait. Insomnie chronique. Le médecin du dispensaire parla de nervosité. Il prescrivit des calmants qui me laissaient étourdie et incapable de travailler. Je les abandonnai après quelques semaines. « Maman, tu dois parler à quelqu'un » insistait Junior.
Il avait 14 ans et percevait qu'il y avait plus que le deuil dans ma tristesse. La professeure de sciences me parla de médecins qui s'occupent de l'esprit, pas seulement du corps. Psychologues et psychiatres étaient rares à l'époque. Surtout pour les familles aux ressources limitées comme la nôtre. Et la stigmatisation était forte. Médecin de fou, disaient les gens. Mais l'inquiétude croissante de mes enfants, ajoutée à l'aggravation de mes symptômes, me poussa à chercher de l'aide. Par un programme social de l'Église, je trouvai le docteur Hélène. Elle était psychologue, consultait gratuitement dans les quartiers populaires. Femme d'âge moyen, yeux doux derrière de grosses lunettes. Elle m'écoutait avec une attention jamais connue auparavant. Aux premières séances, je parlais seulement de la mort de Jacques. Des difficultés d'élever seuls les enfants. De la nostalgie de mon village. Mais docteur Hélène percevait autre chose. Madame Marie, il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit, dit-elle un jour. Quelque chose de lourd qui vous pèse. Alors, comme un barrage qui se rompt, les mots jaillirent. Tout. Les funérailles. La chambre. Les mains rugueuses d'Auguste. Son haleine de café et de cigarettes. Les menaces. La fuite désespérée. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Sanglots profonds, venant du fond de mon âme. Docteur Hélène ne montra ni choc ni jugement. Seulement de la compassion. Elle expliqua le traumatisme. Comment les violences restent piégées dans le corps et l'esprit. Comment elles se manifestent en maladies physiques, cauchemars, panique. Ce que vous avez vécu était une violence terrible à un moment de vulnérabilité extrême. Ce n'était pas votre faute. Rien de tout cela n'était votre faute. Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche. Combien de fois m'étais-je blâmé? Pour m'être reposé dans la chambre. Pour ne pas avoir crié plus fort. Pour avoir fui au lieu de dénoncer. La honte et la culpabilité avaient été mes compagnes pendant des années. Les séances avec le docteur Hélène se sont étirées sur plusieurs mois, puis sur de longues années. Progressivement, à la manière de quelqu'un qui défait patiemment un os serré, j'ai commencé à déconstruire mon traumatisme, prenant conscience que j'avais survécu non seulement à la disparition de mon cher Jacques, mais aussi à la violence de celui qui aurait dû me protéger. Ce lent et pénible chemin de guérison a coïncidé avec des transformations tangibles dans nos vies. En 1977, j'ai obtenu un petit prêt bancaire pour acquérir une maison modeste dans le quartier de Belleville. Rien de luxueux, mais c'était à nous, le premier foyer que nous possédions depuis notre départ de Saint-Martin-aux-Champs. La confection marchait bien, fournissant les uniformes scolaires à 2 écoles locales. Junior, sur le point de terminer le lycée, rêvait d'embrasser une carrière en ingénierie comme son père. Happy, âgé de 10 ans, révélait un don pour le dessin, créant des modèles que je transformais parfois en vêtements. En apparence, nous semblions une famille qui avait traversé les épreuves. Dans nos albums photos, nous sourions lors des anniversaires, des remises de diplômes ou à Noël. Mais derrière ces sourires, je portais encore les traces indélébiles de ce funeste jour de mai, des cicatrices que mère Aminata m'avait prédites, qui ne disparaîtraient jamais totalement mais dont la douleur commençait enfin à s'adoucir. Pour retrouver une guérison véritable, il me faudrait cependant davantage de courage. Il me faudrait affronter non seulement le passé, mais aussi l'avenir, et surtout confronter mon agresseur. Une idée qui me paraissait jusqu'alors insurmontable. C'est en juillet 1978, par un après-midi pluvieux typiquement parisien, que le passé m'a rattrapé. J'étais à l'atelier, aidant Happy avec ses devoirs, pendant que ma machine à coudre restait silencieuse. La clochette de la porte tinta, et quand je levai les yeux, une glace me traversa le corps. Auguste se tenait là, sur le seuil, son chapeau dégoulinant de pluie. 8 années l'avaient vieilli, mais ses yeux portaient toujours cette même intensité qui me hantait dans mes cauchemars. « Je t'ai enfin trouvée, belle sœur, dit-il, avec ce ton que je connaissais si bien sous ses dehors polis. Happy, sentant ma pâleur soudaine, serra ma main. « Maman, qui est cet homme ?» demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. Mes lèvres étaient sèches. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression de suffoquer. Mais quelque chose avait changé en moi au fil des années. Je n'étais plus cette jeune veuve désemparée, brisée par le chagrin. « Happy, va à l'arrière et préviens Nadine, ordonnai-je. Dis-lui d'appeler ton frère à la faculté. » Ma fille hésita un instant, perceptive face au danger qui flottait dans l'air, mais elle obéit, se glissant vers l'arrière de l'atelier. Auguste ferma la porte derrière lui, et la clochette tinta à nouveau, comme un avertissement. « Joli endroit que tu as aménagé ici, Marie,
dit-il en balayant la pièce du regard, prospérant alors que tu as laissé tout le monde derrière toi, même ta propre mère qui est morte en appelant ton nom. La mention de ma mère me frappa comme un coup de poignard. La culpabilité de n'avoir pu lui dire adieu me serrait encore profondément le cœur. « Que veux-tu, Auguste » demandai-je, reconnaissante que ma voix resta ferme. Il s'approcha, ses yeux parcourant les tissus exposés, effleurant la nouvelle machine à coudre que j'avais récemment acquise. « Je veux simplement récupérer ce qui m'est dû, dit-il. Jacques me devait de l'argent, beaucoup d'argent, et tu es parti avec. » C'était évidemment un mensonge, un de plus parmi les nombreuses fictions qu'il avait construites pour justifier sa persécution, sa rancune. Jacques ne lui devait rien, et même si c'était le cas, pourquoi maintenant ? Il esquissa ce sourire tordu qui me retournait l'estomac. Parce que maintenant, tu as quelque chose à perdre, n'est-ce pas ? Une affaire à toi, une petite maison ? Cette jolie petite fille qui vient de sortir. Quel âge a-t-elle ? 11, 12 ans, âge critique ? La menace implicite sur ma fille réveilla en moi quelque chose de primitif. Une colère profonde, un courage que je ne savais pas posséder. Sors d'ici, ordonnai-je, la voix basse mais ferme. Pars immédiatement, sinon je crie et j'appelle tous les voisins. Et cette fois, je raconterai tout, absolument tout ce que tu as fait dans cette chambre le jour de l'enterrement de ton frère. Son expression se changea en fureur. Qui te croirait ? Une veuve qui a abandonné sa famille, qui a fui comme une coupable ? La voix de Junior retentit depuis la porte arrière. Mon fils, maintenant adolescent, grand et fort comme son père, observait son oncle avec un mélange de confusion et de détermination. Derrière lui se tenaient Nadine et Happy, les yeux grands ouverts. « Junior, dit Auguste, tentant de retrouver son calme, tu as bien grandi. Je suis ton oncle Auguste, le frère de ton père. »« Je sais qui tu es, » répondit Junior en s'avançant à mes côtés, « et je sais que tu déranges ma mère. Je veux que tu partes. » Auguste me regarda puis observa Junior, réalisant que la donne avait changé. Il n'était plus le prédateur traquant une proie facile. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il en reculant vers la porte. « Je reviendrai quand tu ne seras pas entouré d'enfants. » Lorsque la porte se referma derrière lui, mes jambes fléchirent enfin. Je m'effondrai sur une chaise, tremblante, incapable de me contrôler. Junior et Nadine m'entourèrent, inquiets, posant des questions auxquelles je peinais à répondre. Cette nuit-là, après qu'Happy se fut endormi, je m'assis avec Junior dans la cuisine de notre petite maison. L'horloge murale approchait minuit quand je trouvai enfin le courage de lui révéler la vérité. Le jour de l'enterrement de ton père, commençai-je d'une voix presque étouffée, je lui racontai tout, chaque détail douloureux que j'avais gardé secret pendant 8 longues années. À chaque mot, je sentais un poids se lever de mes épaules, mais je voyais aussi la douleur et la colère grandir dans les yeux de mon fils. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit, maman ?» demanda-t-il, des larmes silencieuses roulant sur son visage qui ressemblait tant à Jacques. Honte, peur, culpabilité. Je voulais vous protéger, toi et ta sœur. Vous étiez si jeunes. Junior serra mes mains avec force. Allons à la police demain. Il doit répondre de ses actes. Je secouai la tête, épuisé. Fils, des années ont passé, il n'y a aucune preuve. C'est ma parole contre la sienne. À cette époque, ces affaires étaient encore plus étouffées qu'aujourd'hui. Alors, que faisons-nous ? Attendre qu'il revienne, qu'il te menace à nouveau, ou pire, qu'il s'en prenne à Happy. Le simple souvenir de cette éventualité m'a serré la poitrine. Non, je ne laisserai pas l'histoire se répéter, pas avec ma fille. Le lendemain matin, je me suis rendue au cabinet du docteur Hélène, en dehors de mes heures habituelles. Je lui ai raconté la visite d'Auguste, ma conversation avec Junior, et la peur qui s'était ravivée. « Marie, a-t-elle dit, utilisant mon prénom comme rarement, il est temps de choisir, continuer à fuir ou affronter cela une bonne fois pour toutes. » Comment faire, ai-je murmuré, désemparée. La justice des tribunaux ne sert pas toujours les femmes dans ton cas, répondit-elle avec une fermeté inhabituelle. Il existe d'autres formes de justice, au-delà des lois, ajouta-t-elle. La vérité peut aussi être une forme de justice. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui allait bouleverser nos vies. J'ai convoqué Junior et Happy pour une discussion sérieuse. Nous allons retourner à Saint-Martin-aux-Chais, leur ai-je annoncé. Je dois affronter le passé pour que nous puissions construire un avenir serein. Le départ a été programmé pour le week-end suivant. J'ai laissé Nadine à la tête de l'atelier et, le cœur lourd mais résolu, nous avons embarqué dans le train pour notre village natal,
que nous n'avions pas revu depuis notre fuite précipitée en 1970. Le village avait peu changé. Les rues pavées étaient toujours là, l'église que Jacques avait contribué à ériger, la place où nous nous retrouvions en secret lors de nos fiançailles. Chaque recoin éveillait des souvenirs qui me frappaient comme des éclairs vivants. Notre ancienne maison se tenait toujours, désormais habitée par une autre famille. Je me suis arrêtée quelques minutes, contemplant en silence la véranda où Jacques et moi rêvions de notre avenir lors de chaudes nuits d'été. Nous avons trouvé refuge chez tante Geneviève, la sœur de ma mère, la seule parente avec qui j'avais conservé un contact minimal au fil des années. Surprise par notre visite, elle nous accueillit avec des larmes de joie, surtout en voyant combien les enfants avaient grandi. « Vas-tu à la réunion de la confrérie de Notre-Dame demain après-midi » ai-je demandé distraitement pendant le dîner. Tante Geneviève acquiesça. « Tous les jeudis, comme toujours ? Oui. Pourquoi tu veux venir avec moi ? J'aimerais parler aux dames, si c'est possible. » Ma tante sembla intriguée mais ne posa pas de questions. La confrérie réunissait les femmes les plus influentes du village, épouses de commerçants, institutrices, veuves respectées, et la belle-sœur d'Auguste, Madame Carmela, une femme sévère qui dirigeait l'association d'une main de fer. Le jeudi, j'ai revêtu ma plus belle robe, une création bleu marine sobre que j'avais cousue moi-même, et j'ai accompagné tante Geneviève à la salle paroissiale. Une vingtaine de femmes étaient présentes, dont beaucoup que j'ai reconnues malgré les années écoulées. Un murmure parcourut la salle à mon entrée. La veuve qui avait fui le lendemain de l'enterrement de son mari, abandonnant sa famille et semant le scandale. Les regards curieux et les chuchotements à peine dissimulés ne m'intimidèrent pas comme autrefois. Madame Carmela, désormais aux cheveux entièrement blancs, présidait la réunion. Quand le moment des questions diverses arriva, tante Geneviève leva la main. Ma nièce, Marie, aimerait dire quelques mots à la confrérie, si ces dames le permettent. Il y eut un silence, des regards échangés, puis la curiosité l'emporta. Madame Carmela acquiesça sèchement et me céda la parole. Je me suis levée, les mains légèrement tremblantes, mais la voix assurée. Je vous remercie de me permettre de prendre la parole devant vous. Je sais que beaucoup se demandent pourquoi je suis partie si brusquement il y a 8 ans. Aujourd'hui, je viens répondre à ces interrogations et partager une vérité que j'ai trop longtemps gardée pour moi. La salle est tombée dans un silence profond tandis que je racontais, sans rien omettre, ce qui s'était passé dans cette chambre durant la veillée funèbre de mon mari. J'ai parlé des abus, des menaces, de la terreur qui m'avait poussé à fuir au milieu de la nuit avec mes 2 jeunes enfants. J'ai évoqué les années de lutte pour survivre, le traumatisme, les cauchemars, et finalement la visite récente d'Auguste à mon atelier, renouvelant les menaces. Quand j'ai terminé, le silence était presque écrasant. Certaines femmes laissaient couler des larmes discrètes. D'autres fixaient leurs mains, comme pour se raccrocher à quelque chose de tangible. Madame Carmela, pâle, les lèvres serrées, me dévisageait. « Pourquoi devrions-nous vous croire ?» finit-elle par demander, la voix tremblante mais contenue. « Pourquoi maintenant, après tout ce temps ?»« Parce que je ne suis plus seule », ai-je simplement répondu. À ce moment, la porte s'est ouverte et 3 femmes sont entrées. Des inconnus pour moi, mais que le docteur Hélène avait pu contacter grâce à son réseau professionnel. D'anciennes employées de l'usine d'Auguste, venues de villages voisins, chacune portant son histoire d'abus, de silence et de peur. Une à une, elles ont raconté leurs expériences. Les mêmes schémas de comportement, les mêmes menaces, le même abus de pouvoir. À chaque récit, je voyais le visage de Madame Carmela changer, de l'incrédulité à la compréhension, du déni à la décision. Quand la dernière femme eut terminé, Madame Carmela se leva lentement, soudain rajeunie par la gravité du moment. « Mon mari doit savoir cela », déclara-t-elle, la voix ferme malgré les larmes. « Le juge Mendoza doit être informé. » Dans les jours qui suivirent, une tempête s'abattit sur Saint-Martin-aux-Champs. Des réunions se tinrent, des témoignages furent recueillis officieusement. Le juge Mendoza, mari de Madame Carmela et homme très respecté du village, convoqua Auguste dans son bureau. Je n'ai jamais su exactement ce qui s'est dit, mais les conséquences furent immédiates. En moins d'1 semaine, Auguste annonça qu'il vendrait toutes ses propriétés dans le village pour s'installer en Bretagne. Avant la fin du mois, il était parti, laissant derrière lui une réputation en ruine. « Ce n'est pas la justice des tribunaux », commenta Madame Carmela quand nous nous sommes croisés à la messe du dimanche. « Mais c'est la justice que notre village peut offrir. Il ne reviendra pas, Marie. Je peux te le garantir. » Nous sommes retournés à Paris avec un mélange de victoire et de mélancolie. La justice formelle,
avec ses procès et ses jugements, n'avait pas eu lieu, mais la vérité avait été révélée, reconnue et validée. Le silence qui m'avait longtemps emprisonné était enfin brisé, emportant avec lui les chaînes invisibles qui me rattachaient au passé. De retour à notre vie dans la capitale, j'ai senti un changement profond en moi. Les cauchemars qui me hantaient depuis tant d'années se faisaient plus rares. Le poids constant sur ma poitrine s'allégeait peu à peu, comme une vieille blessure qui cicatrise enfin correctement. En 1979, un événement que je n'aurais jamais cru possible transforma ma vie. J'ai rencontré Antoine, un pharmacien veuf, venu dans mon atelier commander des uniformes pour ses employés. Un homme doux, aux yeux pleins de bienveillance et aux gestes toujours mesurés. Notre relation se développa lentement, sur la base de conversations sincères, de respect mutuel et d'une compréhension profonde de nos cicatrices respectives. Je lui racontai toute mon histoire, sans rien taire. Il écouta, pleura avec moi, et me promit de ne jamais rien faire ni dire qui pourrait réveiller mes traumatismes. En 1980, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple. Junior, sur le point de recevoir son diplôme d'ingénieur, m'accompagnait jusqu'à l'hôtel. Happy, alors âgée de 13 ans, était notre demoiselle d'honneur. La petite pharmacie d'Antoine et mon atelier de couture se transformèrent en une entreprise familiale qui prospéra au fil des années. Mais ce n'était pas seulement ma vie matérielle ou affective qui avait changé. J'ai commencé à parler de mon expérience, d'abord dans des groupes de soutien pour femmes organisés par le Dr Hélène, puis lors de conférences destinées aux professionnels de la santé mentale et du service social. En 1985, j'ai participé à la création de la première association parisienne de soutien aux victimes d'abus sexuels. Chaque fois que je racontais mon histoire, chaque fois que je voyais dans les yeux d'une autre femme la reconnaissance de sa propre douleur et l'étincelle d'espoir que mon parcours suscitait, je sentais que ma souffrance prenait un sens. Ce qu'Auguste avait voulu, ma destruction, s'était transformé, au fil d'un long processus douloureux, en force et en raison d'être. Aujourd'hui, en regardant en arrière du haut de mes 3 décennies, je perçois une vie marquée par des pertes inimaginables, mais aussi par des gains tout aussi extraordinaires. Mes enfants ont grandi forts et intègres malgré les épreuves. Junior, suivant les traces de son père, est devenu un ingénieur respecté, bâtissant ponts et routes à travers la France. Happy, inspiré par nos luttes, a étudié le droit et défend désormais les femmes victimes de violences. La douleur ne disparaît jamais complètement. Il y a des jours où les souvenirs reviennent, nets comme des photos fraîchement développées. Le visage jeune et souriant de Jacques, la construction de notre maison de ses mains, le poids écrasant d'Auguste sur moi au moment le plus vulnérable de ma vie. La sensation d'impuissance en arrivant à Paris avec 2 enfants et un cœur brisé. Mais j'ai compris que notre histoire n'est pas seulement définie par nos heures les plus sombres. Elle se forge aussi dans notre capacité à avancer, à reconstruire, à transformer la souffrance en sagesse et en compassion. C'est ce que j'essaie d'enseigner aujourd'hui aux jeunes femmes qui viennent me voir, cherchant un conseil ou simplement une oreille attentive capable de comprendre leur douleur. Ne laissez jamais la violence que vous avez subie définir qui vous êtes. Laissez-la plutôt montrer la personne que vous pouvez devenir. Quand je contemple mes mains aujourd'hui, ridées et marquées par le temps, j'y lis l'histoire de ma vie. Des mains qui ont cousu des tissus et des rêves, qui ont essuyé des larmes de peine et de joie, qui ont porté enfants et petits-enfants, qui ont rédigé lettres et témoignages, qui se sont levées pour protester et se sont jointes pour prier. Des mains qui ont tremblé de peur un jour, mais qui ont appris à se lever pour se défendre et protéger d'autres. Voilà mon récit. Une histoire de perte, certes, mais aussi de retrouvailles. De traumatisme, oui, mais également de guérison. De violence, indéniablement, mais surtout de résilience. Si aujourd'hui je raconte cela sans honte ni crainte, c'est pour qu'aucune autre femme ne doive passer des décennies dans le silence, portant seule le fardeau d'une culpabilité qui n'a jamais été la sienne. Si mon histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Votre soutien compte énormément. Dites-moi d'où vous regardez ce témoignage. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt sur Mémoire de grand-mère. M.